Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Ce jeudi 24 janvier à Kinshasa, la République démocratique du Congo assistera au premier transfert pacifique du pouvoir à la tête du pays. Le président élu, Félix Tshisekedi, va prêter serment au Palais de la Nation. Au Libéria, après un an de présidence, le chef de l'État, George Weah, dresse un bilan optimiste. Au sein de la population, par contre, un climat d'incertitude reste présent face à des promesses de campagne qui tardent à se concrétiser. Et puis au Tchad, l'année 2019 est dédiée à la diversification économique et au développement social. Pour ce faire, les autorités misent sur l'identification de secteurs économiques porteurs. Une augmentation des investissements publics est prévue. Jeudi 24 janvier 2019, jour historique pour la République démocratique du Congo. Le nouveau président du pays, Félix Tshisekedi, va prêter serment au Palais de la Nation de Kinshasa. Il s'agit de la première passation pacifique de pouvoir depuis 1960. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. En République démocratique du Congo, le nouveau président prêtera serment ce jeudi 24 janvier 2019. Par cet événement, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi est en train de tenir une promesse faite après son élection à la tête de l'UDPS, celle de conduire l'Union pour la démocratie et le progrès social au règne du pouvoir. C'est aussi avec loyauté que j'assumerai chaque jour, au cours des années à venir, pour porter le parti au pouvoir dans le but d'instaurer la démocratie et l'état de droit. Un état basé sur le respect de la suprématie de la Constitution sur tous, avec un pouvoir judiciaire réellement indépendant. En République démocratique du Congo, la succession à la magistrature suprême n'a donc été que belliqueuse. Kassavubu, premier président élu en janvier 1960, a été renversé par Joseph Désiré Mobutu en 1965. En 1997, soit après 32 ans au pouvoir, le maréchal Mobutu sera à son tour renversé par Laurent Désiré Kabila, le père de l'actuel chef de l'État. C'est lui que les Congolais appelaient Mzee Laurent Désiré Kabila est assassiné dans son bureau en 2001. Pour sa succession, le consensus sera fait autour de Joseph Kabila Kabange qui, à 29 ans, est propulsé à la plus haute fonction du pays. Et nous voulons maintenant, comme cette alternance, comme la démocratie est maintenant consolidée au sens vrai du mot, que le président entrant qui va venir puisse suivre les mêmes pas et qu'on puisse avoir des élections d'une manière permanente et que ça puisse maintenant être d'une manière, d'ailleurs, je dirais, instantanée. On sait que 5 ans après, quelqu'un d'autre peut postuler. Beaucoup sont impatients de vivre pour la première fois une passation pacifique du pouvoir qui se fera entre Joseph Kabila, le chef de l'État sortant, et Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, le vainqueur de la présidentielle du 30 décembre 2018. Au Libéria, un an après son arrivée au pouvoir, le chef de l'État, George Weah, affirme tenir le cap, mais les promesses de campagne tardent à se concrétiser. Le gouvernement peine à contenir l'inflation et à stabiliser l'économie. Ange Bijounomenio. 22 janvier 2018, il y a un an de cela. L'ancienne gloire du football George Weah prenait la tête de son pays, le Libéria, en tant que président de la République. Son élection avait suscité de grands espoirs avec l'annonce d'un vaste plan de lutte contre la pauvreté. Mais les promesses de campagne tardent à se réaliser et l'espoir des populations finit par céder à de l'impatience. C'est essentiellement une question notamment de gouvernance, parce que tellement de chantiers à reconstruire. Le Libéria est sorti d'une guerre civile de 15 ans. Donc en 2003, avec l'arrivée notamment de Hélène Sirleaf, après une mission des Nations Unies, Hélène Sirleaf était dans un chantier de transition démocratique. Donc Weah doit axer son mandat sur le développement. Donc les attentes sont tout à fait nombreuses par rapport aux exigences des populations actuellement au Libéria. Selon des études, 80% de la population libérienne vit avec moins d'1,25$ par jour. Cette situation est notamment due à une inflation que le gouvernement peine à contenir et une économie profondément fragilisée par 15 années de guerre civile. À cela s'ajoute l'épidémie d'Ebola qui a sévi dans le pays et la chute des cours des matières premières. Il y a quand même des raisons d'espérer. Parce que le premier mandat de George Weah actuellement, le mandat qui est en cours, c'est un mandat notamment qui s'inscrit dans une mesure de transition. Donc George Weah doit notamment mettre les fondamentaux, faire des véritables réformes institutionnelles et réglementaires. Et évidemment, c'est dans 4 à 5 années que les résultats, on pourra notamment, les résultats seront plus visibles.
Grâce à son programme de développement, l'État libérien a pu mener certaines réformes comme la suppression des frais de scolarité au premier cycle. Mais le problème d'infrastructure demeure. Pour George Weah et son gouvernement, les défis restent encore de taille. Promotion d'une croissance économique inclusive au Tchad. C'est dans ce cadre que les autorités ont mis en place une politique de diversification économique dans plusieurs secteurs porteurs de développement. Le budget de 2019 prévoit une augmentation des investissements. Mahamat Ramadan. Dans le cadre de la diversification de l'économie, les autorités tchadiennes ont procédé à l'identification des filières porteuses pour faciliter les investissements à l'intérieur du pays. Avec l'aide de African Management Services Company, le gouvernement a identifié 10 agropoles qui serviront de base pour la création des pôles provinciaux de développement. C'est une initiative qui vise à construire le développement dans une région. Le Programme national de développement, le PND, a clairement inscrit comme une priorité la création de pôles régionaux de développement. Et les agropoles participent de cet objectif-là. Donc autour des agropoles s'effectueront une série d'initiatives, une série d'activités diverses qui contribueront toutes à développer la région dans laquelle ces agropoles seront installés. Donc c'est de véritables outils de développement socio-économique qui font leurs preuves en ce moment dans de nombreux pays africains notamment. Les investissements prévus dans le cadre de partenariats public-privé pour la valorisation des agropoles identifiés dans les provinces sont estimés à environ 60 milliards de francs CFA pour une période de 3 ans. Je tiens à apporter une précision très importante. Il ne s'agit pas de dire qu'une agropole X qui est implémentée dans une province empêcherait les autres de se développer. Ce n'est qu'une filière porteuse qui va permettre de structurer 10, 15, 20 filières derrière. Un exemple concret. Le sésame, par exemple, au Moyen Chari ou au Mandoul, n'empêche pas le développement du karité. La viande bovine ou au cameline au BET ou du moins dans l'Enedi Est n'empêchera pas le développement d'autres secteurs, la date par exemple ou la gomme arabique. Pour rappel, l'année 2019 est dédiée à la diversification économique et le développement social du Tchad. Le budget annuel de cette année prévoit une augmentation des investissements publics de 14,1% à travers le plan national de développement. Au Mali, les attaques terroristes ne cessent de s'intensifier. Face à cette recrudescence, les forces de sécurité du pays et la police de l'ONU ont décidé d'intensifier les patrouilles dans certaines villes et villages de la région. Un sujet d'Aïssatou Bari commenté par Ange Bijounomaniou. Au Mali, depuis la recrudescence des violences, les forces de défense effectuent désormais chaque jour des patrouilles autour de Ménéka et de ses environs. Une occasion de sensibiliser les populations et les exhorter à plus de vigilance. C'est le cas de Mélanine Domadi, qui travaille actuellement pour la police des Nations Unies. Lieutenant à la police tchadienne, elle est stationnée près de la ville de Ménéka, dans le nord-est du Mali, où elle assure la sécurité des populations. Une fois, j'étais en patrouille. J'avais vu une femme qui était démunie. Elle était enceinte. Elle cherchait à regagner le centre de santé. Comme je suis une femme, c'est le devoir aussi d'une mère de voir une femme qui a un travail. Donc ce jour, je l'ai aidée. Je l'ai pris dans la voiture. Je l'ai conduite au centre de santé. Elle était admise là-bas. Récemment, 10 soldats tchadiens de la force de maintien de la paix ont été tués et au moins 25 blessés alors qu'ils repoussaient une attaque d'assaillants armés près d'un village dans une autre partie du nord du Mali. Pour la population, les patrouilles doivent se faire à pied pour plus d'efficacité. Patrouille qui se fait avec des véhicules. Moi, si je suis un malfaiteur, je vois votre véhicule, je me cache. Vous me dépassez, vous n'allez pas me voir. La patrouille, nous, on veut que ça se fasse à pied. Mais en véhicule, l'ennemi, le bandit, il est informé et puis il quitte votre champ d'action, il va se cacher, il va commettre son forfait. Le Mali fait face au terrorisme depuis que les rebelles Touaregs et les islamistes alliés ont pris le nord en 2012. Malgré les efforts, les attaques ne cessent de s'intensifier, tirant parti des rivalités ethniques pour recruter de nouveaux membres. Gaspillage de fonds publics ou promotion de la culture et du patrimoine, les avis divergent. En Afrique du Sud, l'ancien président Jacob Zuma sort un album en collaboration avec une municipalité locale. Il se compose de chansons de libération. Regardez ce sujet de la rédaction.
Commémorer le rôle joué par les chansons de libération dans le mouvement anti-apartheid, c'est l'objectif que s'est donné la municipalité d'eThekwini en Afrique du Sud. Pour y parvenir, elle a financé un album de chansons de protestation interprété par l'ancien président sud-africain Jacob Zuma, un contrat d'enregistrement qui suscite la controverse. Cela pourrait être un meilleur choix de carrière pour lui, donc je pourrais acheter son album. Avec l'argent qu'il se fera, il ne pourra pas le donner à ses épouses, mais remboursera l'argent des contribuables. Si le projet a suscité des réactions mitigées de la part des citoyens et a scandalisé le parti de l'opposition, l'Alliance démocratique, qui y voit un gaspillage de fonds publics, pour les autorités locales, il s'agit de faire la promotion de la culture et du patrimoine. Il y a environ 80 ans, 90 ans de toute l'histoire de la lutte de libération que nous avons perdue parce que ces chansons n'ont jamais été conservées. Alors ces 3 dernières années, nous avons essayé d'engager de nouveaux musiciens pour les faire revivre. Nous avons ensuite découvert qu'ils ne pouvaient pas être dans le personnage parce qu'ils ne comprenaient pas l'atmosphère qui régnait à ce moment-là. Ils ne comprenaient pas l'arrière-plan. Pour eux, il s'agissait simplement de chanter, alors que pour nous, nous voulions aussi capter l'atmosphère. Pour rappel, au cours de la lutte contre le régime de la minorité blanche en Afrique du Sud, les chansons ont joué un rôle vital en mobilisant le soutien populaire et en boostant le moral des manifestants. Pour les autorités locales, cet album fait partie des mesures de préservation du patrimoine culturel du pays. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.